quitté ce lundi la Centrafrique après une descente dans une mosquée de Bangui. Ouverture ce lundi en Afrique du Sud de la 7e conférence africaine sur la population. La thématique du dividende démographique est au cœur des échanges. Enfin, à l'ouest du Kenya, le taux de personnes infectées par le VIH au sida reste l'un des plus élevés au monde. Il est de 24,1%. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Sika TV. Nous démarrons par le Burkina Faso. Les résultats des élections couplées présidentielles et législatives seront connus ce soir. Mais en attendant de savoir qui des 14 candidats en lice a pu tirer son épingle du jeu, eh bien, intéressons-nous aux observateurs de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Ces derniers ont donné ce lundi leur avis sur le scrutin. Ils appellent surtout les candidats à recourir à des voies légales en cas de contestation des résultats qui seront donc proclamés ce soir par la CENI. Si dans une très large mesure, tout le matériel électoral nécessaire était disponible, il n'en demeure pas moins que pour 3% des bureaux de vote, la liste des électeurs n'était pas disponible. Il en a été de même pour les scellés dans 2% des bureaux de vote. Par ailleurs, toujours au niveau de la logistique, les manquements suivants ont été notés. L'insuffisance ou l'absence des bulletins de vote dans certains bureaux, l'ouverture tardive de certains bureaux, l'absence de membres des bureaux de vote, la mauvaise indication de certains bureaux de vote, l'absence des forces de l'ordre dans des bureaux de vote, les cas d'électeurs inscrits sur une liste au lieu de 2 listes, présidentielles et législatives. Des erreurs dans la mise à disposition des feuilles de dépouillement, le refus de certains présidents de bureaux de vote d'autoriser le vote d'observateurs accrédités. En conclusion, au regard des constats qu'elle a effectués sur le processus électoral, il ressort que le peuple burkinabé a relevé le défi d'organiser des scrutins historiques dans un climat apaisé. La société civile a effectué un monitoring proactif du processus électoral en contribuant à la correction de certains dysfonctionnements. L'ensemble des acteurs du processus électoral ont joué leur partition dans le succès de ces scrutins. La CODEL appelle l'ensemble des candidats et candidates et des partis politiques à respecter le verdict des urnes et à user, le cas échéant, des voies légales en cas de contestation des résultats provisoires proclamés par la CENI. Loin du Burkina Faso, l'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, suscite encore des réactions au sein de la diaspora nigérienne. Au Nigeria, par exemple, les acteurs politiques ne cachent pas leur inquiétude. Suivons-les ici au micro de notre correspondant Abdoulaye Issa. Nous sommes face à une situation où aujourd'hui il y a lieu de remercier le gouvernement. Le pouvoir en place a quand même fait de son mieux. Mais vous savez qu'il y a toujours eu des ratés. La gestion d'un État n'est pas facile. Donc c'est une occasion pour moi de rappeler aux Nigériens résidant à l'étranger et ceux de l'intérieur également que l'heure est venue de se mettre au travail. Rappelons que la tâche n'est pas facile pour les autorités en place. Qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition, il incombe à tout un chacun de nous de se rassurer et de rassurer également le pouvoir en place et de toujours faire passer le message de la paix. Vous savez, nous avons une grande préoccupation.
Notre préoccupation, c'est de savoir si le pouvoir en place protège les civils. À chaque fois qu'il y a un événement organisé par l'opposition, nous sommes maltraités, matés par la police. Dans le cas contraire, si c'est la mouvance qui organise ces manifestations, vous constatez un dispositif important des forces de l'ordre qui assure leur sécurité. Les choses se dégradent de jour en jour. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez peur, vous vous posez des questions sur ce qui se passe au Niger. De quoi demain sera fait? Et notre question est de savoir si nous avons affaire à un régime démocratiquement élu ou un pouvoir militaire. Je le disais en titre, le pape François a achevé ce lundi sa tournée africaine. Il a en effet quitté Bangui pour Rome après une descente dans une mosquée de la capitale centrafricaine. Voici les images. Accueilli triomphalement dimanche à Bangui, le pape François a demandé aux Centrafricains de déposer les armes et refuser la peur de l'autre, ouvrant dans la cathédrale une porte sainte en signe de repentance et de réconciliation. Lundi, le souverain pontife a franchi un pas hautement symbolique dans sa démarche de réconciliation en Centrafrique en se rendant au dernier jour de son périple africain à la mosquée centrale de Bangui, dans le quartier du PK5, théâtre d'atrocités pendant les massacres intercommunautaires de la fin 2013. Ce séjour de 26 heures du pape à Bangui répond à son désir de peser de tout son poids pour obtenir la fin des violences intercommunautaires qui ensanglantent le pays depuis 2013. Ainsi, le pape François quitte la Centrafrique en faisant vœu de réconciliation. Pour rappel, le souverain pontife avait entamé depuis vendredi une tournée africaine de 5 jours, dont la première étape était le Kenya, où son discours sur la marginalisation urbaine et la concentration des richesses dans les mains d'une minorité a trouvé résonance auprès de ses fidèles. Un coup-vol l'a ensuite emmené en Ouganda, deuxième étape de son voyage africain, où il a été accueilli à son atterrissage dans l'après-midi à l'aéroport d'Entebbe par le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 30 ans, et son épouse, en présence de plusieurs dignitaires politiques et religieux. Le pape a répondu aux premiers vœux en rappelant aux dirigeants ougandais qu'ils sont chargés de garantir une gouvernance bonne et transparente, ainsi qu'une juste et sage répartition des biens que le Créateur a si richement accordés à ce pays. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où s'est ouverte ce lundi la 7e conférence africaine sur la population. L'événement qui va durer 5 jours rassemble des chercheurs venus des 4 coins du monde. Pour en savoir plus, nous allons retrouver tout de suite ma collègue Claire Stéphane Sacramento en direct de Pretoria. Claire Stéphane, bonsoir. Bonsoir Inès Aransou. Alors comme vous l'avez si bien dit, eh bien, plus grande rencontre scientifique sur les questions de population et développement, cette conférence est cette année placée sous le thème « Dividendes démographiques en Afrique, perspectives, opportunités et défis ». C'est l'avenir du continent qui se joue vu la dynamique de sa population. Le dividende démographique est en effet ce coup d'accélérateur qu'un changement dans la structure d'âge d'une population peut apporter au développement économique d'un pays. Inès Aransou. Alors Claire Stéphane, la thématique justement du dividende démographique ne semble pas encore répandue en Afrique. Comme vous le dites si bien Inès Aransou, c'est la thématique qui n'est pas répandue en tant que telle dans certains pays d'Afrique. Sinon qu'il s'agit d'une réalité, d'un fait de société qui touche chacun dans son quotidien. Par exemple, dans les pays à forte fécondité, le taux de dépendance est élevé, ce en raison du grand nombre d'enfants. C'est le cas du Sénégal, où une personne reste dépendante jusqu'à l'âge de 35 ans. Ce sont les études qui le disent. Dans le contexte du dividende démographique, cette charge familiale diminue lorsque la fécondité commence à baisser. Claire Stéphane Sacramento, comment est-ce qu'on obtient exactement ce dividende démographique? En réalité, ce n'est pas aussi compliqué que cela puisse paraître. Il faut travailler à la baisse de fécondité rapide, il faut travailler à la baisse du taux de dépendance démographique, à l'augmentation de l'épargne et de l'investissement, pour ne citer que ces points-là. Et quels sont les grands défis actuels pour le dividende démographique en Afrique?
En tout cas, les défis sont multiples, Inès Aransou. Prenons par exemple la création d'emplois qui représente un défi phare. Les décideurs des pays africains doivent faire des investissements qui parviennent à une structure par âge de la population, notamment la population en âge de travailler, entre 15 et 64 ans. Il faut également identifier les secteurs de l'économie qui peuvent croître et créer des emplois. Il faut s'assurer également qu'une offre des travailleurs qualifiés est bel et bien disponible. Mais avant, pendant et après tout ce qui précède, il est primordial d'initier le changement démographique. C'est la toute première étape. Améliorer la santé des citoyens, investir dans l'éducation et mettre en œuvre des politiques économiques efficaces et la bonne gouvernance également, parce que quand on aura lutté pour avoir tout ce qu'on a cité, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, il sera difficile d'obtenir quand même les résultats escomptés. Tant qu'il y aura la corruption, eh bien, ça ne pourra pas arranger ou favoriser l'aboutissement donc de ce développement-là. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'Afrique, quand même, entre 2000 et 2050, la taille de la population en Afrique en âge de travailler devrait croître de 442 à 1400 millions. C'est quand même énorme. Donc il faut faire des investissements stratégiques pour veiller à ce que la proportion de la population jeune à charge baisse et que la proportion de la population en âge de travailler augmente. Voilà. Merci beaucoup Claire Stéphane Sacramento. Je rappelle que vous interveniez de Pretoria en Afrique du Sud où s'est donc ouverte ce lundi la 7e conférence africaine sur la population. À l'ouest du Kenya, le taux de personnes infectées par le VIH-Sida est le plus haut enregistré dans le pays et l'un des plus hauts dans le monde, soit 24,1% contre 5,5% à l'échelle nationale. L'éradication du virus VIH-Sida reste donc une priorité dans ce pays. Les dernières statistiques de l'ONU démontrent que le nombre de personnes infectées par le VIH a connu une baisse de 35% sur les 15 dernières années au plan mondial. Au Kenya, on est encore loin d'atteindre un résultat reluisant. Selon l'ONU, la lutte contre le sida est encore loin d'être gagnée à Homa Bay, le comté étant à la proportion de malades du sida la plus forte du pays et l'une des plus élevées au monde. Une situation qui s'explique par diverses raisons, notamment socioculturelles. Quand mon mari est décédé, il n'avait pas le VIH. Mais après sa mort, j'ai été héritée par un cousin qui m'a transmis le VIH. Je demande à toutes les personnes de ma tribu Luo d'arrêter cette tradition sans être dépistées. Je connais beaucoup de personnes qui sont mortes du sida. Mon père en fait partie. Et pour ma part, si quelqu'un utilise un préservatif et prend ses médicaments, leurs chances de vivre sont très grandes comparées à ceux qui ne prennent pas leur traitement et ne se protègent pas et continuent d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Il faut utiliser des préservatifs. Une sinistre réalité, mais qui, à en croire le ministre de la Santé du comté, n'est pas une fatalité. Nous devons être agressifs maintenant. Nous devons dépister tout le monde. Et ensuite, mettre sous médicaments les personnes contaminées. Et ensuite, il faut tester le taux de virus dans le sang. Avec tout ça, d'ici l'année prochaine, nous aurons baissé les chiffres. Les personnes atteintes du VIH-Sida sont souvent victimes de rejet. Conséquence, beaucoup préfèrent cacher leur maladie par peur du regard des autres. Cette stigmatisation les pousse parfois à abandonner leur traitement. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir